Alors moi j'ai eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la grande chance d'avoir rencontré Miller Pocket il y a très longtemps, il y a plus de 35 ans maintenant. Euh, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un rime, parce que lui c'est un inventeur et un chercheur en informatique musicale. Euh, on a travaillé ensemble très tôt, depuis les années 80. Et puis on a continué à collaborer tout le temps, donc ça c'est assez unique comme collaboration. Et je dois dire que ma musique ne serait pas ce qu'elle est si je n'avais pas eu cette collaboration avec Mila. Ça, on forme. Mais effectivement, c'est moi qui décide de quels outils je vais utiliser, et c'est lui qui me propose des choses auxquelles moi je n'avais pas pensé, que lui il a pensé, et qui m'ouvre les voies sur certains certaines possibilités que je n'avais pas imaginées moi-même. Donc, c'est toujours un feedback. Ce qu'il y a, c'est que moi, maintenant, alors depuis plusieurs années, maintenant, ce qui est intéressant, ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois, c'est que la plupart du temps, je compose chez moi. C'est-à-dire que j'ai chez moi, à Strasbourg où j'habite, mais quand j'étais à San Diego, Californie, j'avais aussi un studio à la maison avec un 6 canaux. Et donc, dans ce cas-là, pour composer, j'ai besoin d'être seul. Je ne peux pas composer s'il y a quelqu'un à côté de moi et de lui dire, fais-moi ci, puis j'écoute, ça va, non, ça va pas. Si, ça je peux peut-être, mais pas pendant le travail de composition. Et donc j'ai toujours un travail dans la composition, un travail d'expérimentation. C'est-à-dire que avant de composer, j'expérimente, je fais des patchs, je fais tout ça plutôt en code maintenant, et pas en patch. Mais j'expérimente plusieurs solutions avant de trouver quelque chose qui me plaît, qui me convient, et je me dis tiens, ça, cette sonorité-là est intéressante, il faut peut-être la développer, donc je fais ça, et après, si je vois que le système coince un peu, il y a des choses que je voudrais faire qui n'arrivent pas à faire, et bien là je me retourne vers le RIM qui lui va débloquer la situation pour donner ça. Et une fois que le package est fait, je prends ça, je vais chez moi, et là je travaille tout seul. Bon, il y a toujours des allers-retours en visioconférence, en téléphone. On peut s'envoyer des nouvelles versions, bien sûr. Enfin, disons que j'aime bien composer tout seul et être tout seul, à la fois sur ma table de travail avec le papier à musique, mais aussi sur l'ordinateur en train de coder. Et de faire moi-même le codage de ça. Et une fois que la pièce est écrite, dans ce cas-là, je retourne vers le RIM, qui lui moi je suis un amateur en codage, hein. Je ne suis pas un informaticien, donc j'arrive à coder, mais je n'ai pas la maîtrise de ces outils-là, et lui il reprend la chose, et disons qu'il en fait une version plus solide, voilà. Donc ça se passe comme ça, mais ma situation n'est pas la même que certains. Il y a de plus en plus maintenant, dans la jeune génération, ce sont des gens qui grandissent avec ces outils, donc il n'y a même pas besoin de leur apprendre. Enfin, dans ma génération, déjà, je connais pas mal de compositeurs qui maîtrisent très bien ces outils. Je pense à quelqu'un comme Yann Maresch, par exemple. Donc ça, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres compositeurs qui viennent d'un milieu plus classique, et qui sont un peu plus réticents, et qui sont toujours... et qui ont besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui. Deux exemples historiques un peu plus qui vous parleront tout de suite, c'est Pierre Boulez et Karl-Heinz Stockhausen, par exemple, qui sont donc de la même génération, et qui ont éclos, disons, après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les studios ont commencé à éclater, à voir le jour. Il y a le studio de la VDR à Cologne, il y avait le studio à Milan, il y avait le Pierre Schaeffer à Paris. Donc
on voit qu'après-guerre, tous les studios commencent à naître. Et c'est normal, 2 ou 3 personnalités commencent à éclore là, dans ce truc-là. Et on voit par exemple que la personnalité de quelqu'un comme Boulez, que j'ai vraiment très bien connu, j'ai connu aussi bien Stockhausen, mais moi quand même, mais Boulez, je l'ai vraiment très bien connu, on parlait souvent ensemble, et quelqu'un qui avait un rapport assez distant avec la technologie. Et il travaillait dans l'IRCAM avec Andrew Gerzo, qui était son rime. Lui, Boulez avait les bras croisés, puis il disait qu'est-ce qu'on peut faire, on fait ça. Et puis l'autre programmait. Et il y avait ce va-et-vient. Mais Boulez n'avait jamais, à ma connaissance, c'est pas quelqu'un qui pouvait passer une nuit dans un studio pour travailler tout seul, pour expérimenter. C'était pas dans sa manière d'être. Stockhausen, par contre, ça a dû le faire quand il était à Cologne, parce que lui, il a vraiment plongé les mains dans le cambouis, quoi. Et il a touché la matière électronique de très près, et il a énormément développé de choses dans la synthèse, la réflexion. Et donc, voilà, on a 2 personnalités. L'un s'est fait connaître aussi comme grand chef d'orchestre, donc était très attaché au répertoire. Et l'autre, qui était un compositeur un peu visionnaire et qui n'était moins, disons, attaché au répertoire que Boulez. Et on retrouve toujours cette dichotomie, même dans les autres générations, où des compositeurs sont attachés à l'écrit, son partition, et ont un rapport très distant avec la technologie, et d'autres, au contraire. Voilà. Moi, ce que je me dis, c'est que par exemple, je n'aime pas la notion de musique classique. L'idée de même musique classique me déplaît. Pour moi, ce qu'on appelle musique classique, c'est aussi des catégories mercantiles. Mais ce qu'on appelle pour moi le musicien classique, ce sont des expérimentateurs. C'est des gens, des inventeurs. Berlioz pour l'orchestre, Wagner, Debussy pour l'harmonie, pour la prosodie, pour le piano. Enfin, ce sont des gens qui ont inventé des nouvelles choses. Et donc, moi, je me plais, ou j'aime bien me situer dans cette famille de gens qui... Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas en compte l'histoire, évidemment, l'histoire est importante, mais l'idée de renouvellement et d'inventer quelque chose dans ce creuset-là, ça me paraît la chose la plus importante et la plus intéressante. Et aujourd'hui, ça passe grandement par la technologie, bien sûr, parce qu'on n'invente plus d'un nouvel instrument de musique. Et donc voilà, il y a ce rapport à l'histoire et à l'expérimentation qui déjà faisait partie de l'histoire, à mon avis, mais que j'aime bien réhabiliter et j'aime bien me sentir un peu l'héritier de ces compositeurs qui étaient aussi des grands expérimentateurs.